45 miliciens ont été condamnés à mort par la justice libyenne. Ils sont accusés d'avoir tué des manifestants pendant la révolte populaire de 2011. Condamnation de 13 militants indépendantistes du Cabinda en Angola. Ils sont accusés de violation de la sécurité et crimes contre la sûreté de l'État. Puis attaque djihadiste en Catalogne en 2017. Un an après, la méfiance, le silence et l'incompréhension subsistent. Voilà, c'était là le sommaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est officiel, le président sortant du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a remporté le second tour du scrutin avec 67,17% des voix contre 32,83% pour son rival, Soumaïla Cissé. Les résultats officiels complets devront encore être validés par la Cour constitutionnelle. IBK entrera en fonction le 4 septembre prochain. Et suivez à présent la proclamation des résultats avec le ministre malien de l'administration territoriale, Mohamed Hadj El Erlaf. Suffrage exprimé, 2 677 803, soit un taux de participation de 34,54%. Résultat, M. Ibrahim Boubacar Keïta, 1 798 632 voix, soit 67,17% des suffrages exprimés. M. Soumaïla Cissé, 879 235 voix, 879 235 voix, soit 32,83% des suffrages exprimés. Une cour libyenne a condamné à mort ce mercredi 45 miliciens. Ils sont accusés d'avoir tué des manifestants protestant contre le régime de Mouammar Kadhafi pendant la révolte populaire de 2011. Reportage. La justice libyenne a infligé la peine capitale à 45 miliciens accusés d'avoir tué des manifestants protestant contre le régime de Mouammar Kadhafi lors de la révolte populaire de 2011. Cette sentence est une première en Libye depuis la fin de la dite révolte qui renversa le guide libyen. Le verdict a été prononcé à l'encontre de 122 personnes, toutes en détention et jugées dans cette affaire connue sous le nom de périphérique d'Abou Slim, un quartier de la capitale libyenne qui était acquis au régime Kadhafi et où ont été tués les manifestants. Outre les 45 miliciens condamnés à mort par fusillade, la cour criminelle de Tripoli a condamné 54 personnes à 5 ans de prison et en a acquitté 22 autres. Une personne jugée dans ce procès qui dure depuis des années a été libérée dans le cadre d'une amnistie. Pour la petite histoire, l'affaire remonte au 21 août 2011, date du début de la libération de Tripoli du régime Kadhafi, 6 mois après le déclenchement de la révolte. Des miliciens pro-Kadhafi avaient ouvert le feu et tué des dizaines de manifestants près du quartier d'Abou Slim. Mouammar Kadhafi, qui avait dirigé pendant des décennies la Libye d'une main de fer, a été capturé et tué par les rebelles en octobre 2011 près de sa ville natale de Sirte. Depuis lors, ce riche pays pétrolier se retrouve plongé dans l'instabilité avec 2 autorités politiques rivales, le gouvernement d'union nationale à Tripoli reconnu par la communauté internationale, un cabinet parallèle dans l'est du pays soutenu par le puissant maréchal Khalifa Haftar. Justice toujours, mais cette fois-ci en Angola, où 13 militants indépendantistes du Cabinda ont été arrêtés samedi dernier. Ils sont accusés de violation de la sécurité et crimes contre la sûreté de l'État. Les précisions dans cet élément. 13 militants du mouvement pour l'indépendance de Cabinda ont été auditionnés à la cour provinciale de l'enclave angolaise située entre les Congos. Accusés de crimes contre la sûreté de l'État, ils ont été arrêtés samedi alors qu'ils tenaient une réunion politique en vue d'organiser une manifestation.
selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, lors de leur arrestation, du matériel de propagande hostile avec un contenu de caractère indépendantiste contraire à l'ordre public ont été saisis. Selon leur avocat, certains des militants ont été battus et souffrent de blessures. L'enclave de Cabinda produit 60% du pétrole de l'Angola, premier producteur d'or noir d'Afrique subsaharienne avec le Nigeria. Elle est régulièrement le théâtre de troubles séparatistes depuis son annexion par l'Angola après l'indépendance de cette ancienne colonie portugaise en 1975. Malgré un accord de paix signé en 2006 avec l'une des branches du FLEC, les séparatistes n'ont jamais renoncé à la lutte. Leur dernier coup d'éclat sur la scène internationale remonte au 8 janvier 2010 avec le mitraillage d'un quart de l'équipe de football du Togo lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'attaque avait fait 2 morts. La majorité des 400 000 Cabindais vivent dans la pauvreté et des associations y dénoncent régulièrement des cas de torture et de violation des droits de l'homme. Ce journal se poursuit. La nouvelle qui faisait état de son décès avait très vite été démentie par ses proches. Les sceptiques peuvent enfin en être convaincus. Rosine Vieira-Soglo est de retour au Bénin. Très heureuse de retrouver les siens, elle a pu témoigner de l'affection que lui portent les nombreux militants et militantes de la Renaissance du Bénin venus l'accueillir. Suivant un extrait de ses propos, suivi de ceux de son époux, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Ce dernier a dénoncé la mort en mer de nombreux Africains et appelé à l'Union de l'Afrique à travers une seule monnaie pour accélérer le développement. Je suis très heureuse de revenir au pays. Et je suis surtout très heureuse de savoir votre fidélité, vos prières pour que je sois parmi vous aujourd'hui. Que Dieu vous garde. Et que la Vierge Marie, dont c'est la fête aujourd'hui, nous vienne tous en aide à tout ce pays et à vous tous, mes enfants. Merci infiniment. Je vais faire le tour du pays et de l'Afrique. Il faut que nous ayons une seule monnaie, qu'on ait une armée fédérale. Chacun doit mettre de l'argent pour que si on est attaqué par des négriers comme les nègres qu'on vend en Libye, les armes à la main s'il le faut. Et nous devons avoir une marine fédérale pour que nos pêcheurs, le peu de poissons qu'ils prennent les grands groupes qui viennent de l'Europe ou de l'Asie ne viennent piller nos ressources. À ce moment-là, ce que nous produisons chez nous, nous allons le transformer chez nous. Une note sur la technologie à présent à Abidjan. Plus d'inquiétude à avoir lorsqu'on se retrouve dans un espace public avec son téléphone déchargé. Un jeune béninois vivant en Côte d'Ivoire a mis en place une technologie permettant aux utilisateurs du téléphone portable de se brancher gratuitement à un appareil servant à recharger son téléphone portable. Le point avec Chris Paterna-Simia. Au détour d'une rue du quartier zone 4 de la commune de Marcory à Abidjan, nous rencontrons Aristide. Il a rendez-vous dans ce glacier avec Karine. L'endroit semble idéal pour ses clients qui sont séduits par cet appareil. Pour l'instant, seule une dizaine de commerces à Abidjan en possèdent la chargeur box. Je suis sortie de la maison, j'ai oublié de charger le téléphone. Et là, je suis ici, mon téléphone il est déchargé alors que j'ai un rendez-vous très important. Et je constate qu'il y a un appareil qui me permet de charger mon téléphone. Là, je suis satisfait. Mon téléphone est en charge actuellement, jusqu'à ce que j'attende l'appel de mes collègues et c'est très bon. Dans ce restaurant de la commune de Plateau à Abidjan, la patronne semble avoir réalisé une bonne affaire. L'installation de la charge box dans son établissement a dynamisé son service et a augmenté ses recettes. Et depuis que cette machine est là, sincèrement, le chiffre d'affaires a légèrement augmenté. Parce que tout le monde ne sait pas. Quand tout le monde saura, je serai envahi. Personne ne peut prendre le portable de l'autre. Chacun a sa clé. J'ai permis à chaque client de prendre leur clé. C'est-à-dire quand tu mets, tu boucles et puis tu prends ta clé. Donc ça fait qu'ils sont vraiment tranquilles. Et cette innovation est le fruit de l'imagination de ce jeune béninois installé à Abidjan. Guidéal Salim est à la tête de cette start-up qui fabrique et commercialise cet appareil. Nous ambitionnons d'ici la fin de l'année 2018 mettre en place, installer 200 kiosques de recharge de téléphone dans la ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Nous ambitionnons aussi nous installer dans la sous-région. D'ailleurs, le prochain cap, ce sera le Bénin et le Sénégal. Conçu pour les espaces publics, sa hauteur avoisine les 2 mètres et elle est équipée de 8 casiers de recharge du smartphone.
Une révolution dans l'utilisation du téléphone mobile à Abidjan. Au Niger, la fondation de la première dame Aïssata Issoufou lance une caravane de sensibilisation et de dépistage de l'hépatite virale. Objectif, avoir une maîtrise des statistiques de la maladie et emmener les populations à connaître leur statut. On fait le point avec Abdul Karim Mahamadou. Déterminé à éradiquer l'hépatite virale au Niger, une maladie qui reste et demeure un réel problème de santé et dont les effets dévastateurs sur la population sont énormes, la première dame, à travers sa fondation Gourivi Meilleur, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et le soutien des partenaires techniques, a lancé une caravane de sensibilisation et de dépistage de la maladie. Une maladie qui fait silencieusement plus de morts que toute autre maladie au Niger et dont malheureusement les populations semblent négliger, voire ignorer. Les objectifs de la caravane de lutte contre les hépatites sont multiples. Elle permettra, premièrement, de sensibiliser les populations sur les hépatites, les modes efficaces de prévention ou de traitement, le cas échéant. 2. Faire connaître aux populations leur état sérologique et les orienter en fonction des résultats. 3. Les inciter à se rendre au centre de santé pour se faire vacciner contre l'hépatite. Au Niger, faute d'une enquête nationale de séroprévalence, la situation réelle des hépatites virales reste inconnue. C'est pourquoi le ministre de la Santé publique a invité les populations à s'approprier cette campagne de dépistage pour connaître leur statut. La caravane de proximité lancée à Niamey touche l'ensemble des 5 arrondissements communaux de la capitale. L'Afrique paie un lourd tribut avec près de 71 millions de cas d'hépatite chronique. B et C, avec le risque de développer une cirrhose ou un cancer de foie. Au Niger, faute d'une enquête nationale de séroprévalence, la situation réelle des hépatites virales n'est pas encore connue. Les statistiques les plus récentes sont celles des centres régionaux de transfusion sanguine, rapportées dans les différents annuaires statistiques publiés entre 2004 et 2016. Mais le plus grave est que la majorité des personnes infectées ne sont pas au courant de leur infection et s'exposent au risque de développer une cirrhose ou un cancer de foie, d'où la nécessité de la détection précoce des cas. Conscient de la situation, le gouvernement nigérien s'est engagé dans la riposte par la mise à disposition des acteurs des ressources nécessaires pour mener à bien leur mission et atteindre les résultats escomptés. Un an après les attentats djihadistes qui ont frappé la Catalogne, la méfiance, le silence et l'incompréhension subsistent. La commune de Ripoll s'efforce de récupérer la normalité perdue alors que 6 de ses habitants ont perpétré les attaques meurtrières de Barcelone et Cambrils les 17 et 18 août 2017. D'abord à Barcelone, sur Las Ramblas, l'artère la plus populaire de la ville. Puis quelques heures plus tard à Cambrils, station balnéaire catalane. Il y a un an, un groupe de djihadistes menait 2 attentats à bord de véhicules pour percuter la foule. Bilan, 16 morts et plus de 100 blessés. Aujourd'hui, c'est à travers ces photos que les Espagnols découvrent les auteurs de ces attaques, préparant des bombes ou tout sourire avec une ceinture d'explosifs. Il s'agit d'un groupe de jeunes âgés de 17 à 28 ans d'origine marocaine, dont plusieurs avaient grandi à Ripoll, petite ville de 10 600 habitants, nichée dans les Pyrénées. La vérité, c'est qu'ils sont tous d'ici. Je les connaissais depuis qu'ils étaient enfants. Ils allaient à l'école avec mes enfants. C'est difficile de comprendre comment leur mentalité a pu être changée à ce point. L'enquête s'est centrée sur le rôle clé de l'ancien imam de Ripoll, Abdelbaki Es-Sati, décédé dans la préparation des attaques. Après un passage en prison pour trafic de drogue, il aurait guidé ces jeunes depuis cette mosquée. Mais pour ne lever aucun soupçon, les membres de la cellule s'exprimaient en catalan, travaillaient en entreprise et participaient même à des activités sportives sur ce terrain de foot. Cette radicalisation a été négligée jusque dans le cercle le plus intime de ces personnes. Donc, si même au sein de ce cercle, pouvant passer jusqu'à 24 heures sur 24 avec elles, au sein même du noyau où se déroule la vie privée des gens, si là aussi cette radicalisation a été négligée, elle aurait difficilement pu être détectable par la police. Dans les 18 mois qui ont précédé les attaques, certains membres du groupe ont voyagé en Suisse, en France, en Belgique et au Maroc. Mais après un an d'investigation, les enquêteurs cherchent encore à établir si cette cellule,
dont 3 membres survivants sont en prison, avaient véritablement des liens avec l'organisation État islamique qui a revendiqué leurs actes. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.